recognize this man. Notify police immediately. Watch Dogs est maintenant en développement depuis 4 ans. Le projet a été initié sous le nom de code Nexus, dont le vieux logo est d'ailleurs toujours présent sur le masque du héros, Aiden Pierce. C'est ainsi que les développeurs d'Ubi Montréal, qui ont récemment fait le déplacement sur Paris, ont commencé leur présentation. Une façon pour eux d'invalider la rumeur qui veut que Watch Dogs fut créé sur les fondations d'un autre projet, Driver. La version bêta présentée tournait sur un PC, même si les devs se sont amusés à jouer avec une manette PS4, histoire de bien rappeler que leur titre sortait sur les consoles actuelles, mais aussi les prochaines. Après nous avoir rappelé les grandes lignes directrices du jeu, un titre open world, systémique, situé à Chicago, l'une des villes les plus surveillées des États-Unis, où l'on dirige un anti-héros, Aiden Pierce, obsédé par la notion de contrôle, les développeurs ont révélé de nouveaux détails sur le gameplay de Watch Dogs. On savait déjà que Aiden pouvait hacker à la volée son environnement et les NPC qui l'entourent afin de récupérer des informations et d'interagir avec les décors. On peut ainsi infiltrer un entrepôt gardé et ouvrir des trappes qui serviront d'abri, se servir des caméras de sécurité pour marquer ses cibles potentielles, ou activer des monts de charge qui pourront nous amener à monter sur le toit d'un bâtiment. Bref, tout ce qui est géré électroniquement peut être hacké et utilisé par le joueur. Et bien sachez qu'il est également possible de hacker les intérieurs. On peut ainsi espionner un PNJ alors qu'il est tranquille chez lui, avec bien évidemment les limites qui s'imposent. Non, on ne va pas rentrer dans chacune des pièces de chaque appartement. Premièrement, ça serait un travail colossal, mais aussi, je suis pas sûr que ce serait intéressant. Ça devrait être un peu overwhelming, si on veut. Tu peux hacker chaque building, chaque pièce, Mais on veut s'assurer d'avoir une bonne densité de ça dans chacun des districts. Puis il va vraiment avoir une connotation différente, dépendamment du district que tu es, quel genre de personne, quel genre d'intérieur, quel genre de thème. Donc, c'est important pour nous d'amener le côté un peu plus regard sur l'être humain. Donc, on aime beaucoup la notion de l'impact de la connectivité, mais aussi de la technologie sur comment on vit aujourd'hui. Ça a plein de côtés positifs, des fois des côtés peut-être un peu plus pervers à la chose. Donc, d'avoir des événements où au lieu comme on dit souvent, je dis on presse le citron d'une idée dans la gorge du joueur, on y force à comprendre quelque chose. À la place, maintenant, on peut juste y montrer des situations où des fois, il va peut-être sentir qu'il n'est pas confortable d'être là, d'autres fois, il va juste faire une réflexion sur ce qu'il est en train de voir, peut-être un tabou un peu plus présent en société, ce genre de choses-là. Donc, il nous permet de toucher des sujets très chauds, sans tomber dans le mauvais goût, sans faire des connotations ou faire des jugements sur quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement riche et qui amène beaucoup de profondeur à la ville, finalement, au final. Très voyeuriste, cette mécanique de jeu ouvre un champ de possibilités assez conséquent à la fois pour les joueurs et les développeurs. Je te dirais, il n'y a pas vraiment de limite. Je pense que c'est surtout au niveau du traitement qu'on essaie de faire attention. Je ne veux pas qu'on tombe dans le mauvais goût. Mais chaque sujet peut être... Moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite sur le sujet que tu peux toucher si tu le traites de façon intelligente. Donc, je pense qu'on va juste simplement s'assurer de respecter le joueur un peu dans ce qu'on lui présente. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, son monde juste des trucs loufoques ou juste des trucs très négatifs ou très dark sur l'être humain versus la technologie. On n'est pas vraiment en train de respecter l'état de la société d'aujourd'hui. Donc, on veut s'assurer d'avoir des trucs beaucoup plus cute, des trucs un peu plus... bon, les beaux moments de la famille, parler peut-être un peu de mental illness, donc les problèmes psychologiques, parler du côté plus sombre de certaines personnes. Donc, les dark secrets, mais les secrets aussi un petit peu drôles, qu'on peut faire tout ça dans notre maison. Tu parles de sexualité, ces trucs-là. Tous ces éléments-là sont un peu présents dans l'univers. Puis le joueur, ben, des fois, il va être content d'être rentré dans une maison, d'autres fois, peut-être qu'il va se sentir un petit peu plus mal à l'aise. C'est un peu lui l'exercice au final. Le héros, Aiden Pierce, est un justicier solitaire, une espèce de Charles Bronson cyberpunk à la personnalité trouble. Les développeurs parlent de zone grise où le joueur est libre d'imposer son propre sens moral. Toujours connecté, Aiden reçoit des alertes CTOS, c'est-à-dire du Central Operating System. Chicago est en effet une Smart City, une ville informatisée, contrôlée par un système de surveillance développé auquel le joueur a accès. Ce système l'avertit dynamiquement des crimes susceptibles d'être commis dans les minutes qui suivent, et là, il faudra parfois faire des choix. Ça fait un peu partie de la tragédie du personnage. Il y a beaucoup d'infos. Donc, il sait que quelqu'un va se faire attaquer. Il sait qu'il va y avoir un vol dans un magasin. Puis pour nous, c'est un choix de joueur. Donc, le joueur, à travers le personnage, sait qu'il va y avoir un crime. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu la question qu'on pose. Comment toi, en tant que joueur, tu vas réagir à cette situation-là? Puis oui, tu peux aller sauver la vie de quelqu'un. Après ça, avec l'info, tu peux regarder et te dire, en tant que joueur, je pense que cette personne-là ne mérite pas d'être sauvée. Donc, je ne vais pas intervenir. Donc, pour nous, le grand aspect d'intervention au joueur dans les Vigilantes, c'est important. Donc, on lui donne le temps de lire les informations, de comprendre la situation, puis de faire un choix. Puis évidemment, des fois, il y a moins de temps, des fois, il y a plus de temps.
Puis après ça vire, dépendamment de son intervention, en divers gameplay qu'ils peuvent faire. Afin de faciliter le hacking à la volée, qui permet par exemple de modifier les feux de signalisation en pleine course-poursuite en voiture, les développeurs ont décidé d'utiliser une mécanique de slow motion. Appelée Focus, celle-ci permet aux joueurs de ralentir le temps sur une petite période, cette capacité pouvant être améliorée au fil de l'aventure, afin d'analyser les possibilités qui lui sont offertes à un moment T. Le focus est vraiment un outil pour aider le joueur à combiner tous les éléments. Quand on fait un jeu, je pense n'importe quel jeu, il y a tout le temps le côté où tu prends la manette, tu démos le jeu à quelqu'un, le développeur montre le jeu à une audience. Puis il y a souvent une phrase qu'on se dit en développement qui est « si le joueur n'est pas capable de jouer comme toi tu joues, on ne fait pas notre boulot comme il faut ». Donc je pense qu'un jeu doit amener les gens à comprendre le langage et les possibilités d'un jeu, et montrer comment les combiner d'une certaine façon, surtout quand tu fais des choses un peu nouvelles. Le risque avec ça, c'est toujours que dès que tu donnes un gun ou une voiture à un joueur, c'est tellement instinctif, il sait déjà comment ça fonctionne, que là, il part, puis il utilise que ça. Même si souvent, cette personne-là nous dit ah non, je veux vraiment utiliser le hacking puis faire ça différemment, du moment qu'elle tombe en mode autopilot, elle le fait plus. Donc, le focus est là pour amener le joueur à ne pas être intimidé avec ça, d'avoir une bonne point d'entrée. Le joueur qui est très bon peut tout de suite, à 200 km/h avec une voiture sport, se promener puis hacker 2 ou 3 trucs à la fois. Nous, on est capable de le faire en jouant, mais ça fait des années qu'on est sur le jeu. Donc, ça prend une prise d'entrée intéressante pour tout le monde. L'important, c'est de forcer personne à le faire. Donc, c'est un tool qui est très player instigated. Donc, le joueur l'active quand il veut. Ça va lui permettre de tranquillement voir un peu comment il peut combiner les éléments. Puis après, c'est pas important s'il est capable d'atteindre le niveau où il peut le faire même à haute vitesse, sans le focus ou avec le focus. Les deux sont fun, les deux sont intéressantes. Puis donc c'est un peu l'idée à la fin, là, de pouvoir combiner ces éléments-là pour mieux aider les joueurs à utiliser le hacking comme il faut, comprendre son utilité, en voir son efficacité, parce que les gens ont tendance à tomber dans leurs vieilles amours au final. Puis je pense que là, on a des nouvelles choses qui sont extrêmement excitantes. Quand les joueurs réussissent à le prendre, pas y toucher, quelque chose de magique qui se passe, on va être sûr que tout le monde vive cette expérience-là. Lors de cette présentation, les développeurs ont également abordé le multijoueur de Watch Dogs. Et là, comme tous les autres éléments de gameplay, les autres joueurs sont intégrés au système. Explication. À chaque fois que tu hackes un district, que tu augmentes ta capacité de monitoring, donc ton système devient plus fort. Et tu peux, à l'intérieur de tout ce qui est connecté, aller dans la grille à travers la map et scan, on appelle ça un CTOS scan. C'est un peu comme quand la police ou le système de CTOS analyse pour vérifier la source d'un problème avant d'envoyer la police. C'est comme si on hackait ce système-là, puis on l'utilisait pour autre chose. Donc on pèse sur un bouton, on analyse l'environnement, on peut trouver des potentiels crimes, de toutes sortes d'activités dans ces endroits-là. Et aussi, on peut trouver sporadiquement d'autres joueurs qui jouent à Watch Dogs et faire des invasions. Donc aller chercher un peu dans leur partie de façon seamless, sans loading, sans qu'ils s'en rendent compte, pour les observer, tailer. Peut-être qu'ils ne sauront jamais que tu as été là. Peut-être que le joueur va hacker d'autres personnes. On y va pas dans une optique où les gens peuvent rentrer dans une autre partie et faire du grieving et tuer tout le monde. C'est plus la partie un petit peu non violente au début, le hacking, le côté sneaky, trouver l'autre personne, puis après ça, oui, ça peut dégénérer, dépendamment de comment les joueurs interagissent ensemble. Donc c'est un peu l'expérience qu'on va aller chercher au final, de faire la totale. On peut pas parler vraiment de everything is connected si on parle pas de la connexion entre les joueurs, puis du côté un peu extra gaming de la chose. They think I'm a man out of control, but I've never had so much control. Bien entendu, le nombre de joueurs connectés à une même partie ne sera pas infini. Dans le multijoueur, il y a évidemment une limite de gens qui vont être capables de participer. Donc, pour l'expliquer simplement, il y a des joueurs qui sont en single player. Donc, ils font leur campagne, ils font leur narration, ils font leur histoire, ils font toutes les mécaniques. Dans la même ville, c'est donc dans les mêmes systèmes de jeu, dans la même simulation, pas en même temps. Il y a des gens en multijoueur qui sont en train de jouer à des modes de jeu ensemble, séparés, etc., ou avec la ville. Puis ce qui était intéressant pour nous, c'est de prendre ces joueurs-là et de les faire jouer ensemble. Donc, à ta question, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un dans ma session puis je ne le sache pas? Oui. Donc, c'est possible qu'on met les gens puis ça passe. C'est que tu te sois jamais rendu compte que quelqu'un a passé. Puis lui, il y a une activité, il y a un gameplay spécifique à faire, il y a des objectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les tiens, ils passent. Des fois, tu vas t'en rendre compte puis on fait des gameplays ensemble. Donc, on essaie de développer un peu tous les axes. Donc, on va retrouver évidemment beaucoup de choses de multi que les gens connaissent, mais ce qui est vraiment unique et intéressant dans Watch Dogs, c'est de prendre ces joueurs-là et de les faire jouer ensemble, sans faire
une interruption. Ce qu'on trouve dommage, c'est que si je suis en single player, par exemple, et je veux jouer en multi, ben des fois, il faut que je fasse stop power. J'arrête mon jeu, puis je pars multi. Pourquoi? Et pour nous, on voulait briser ça, dire, ben, je peux être en single, je joue avec des gens en multi, sans même arrêter mon expérience. Je l'expliquerais d'une façon peut-être plus simple, c'est de dire c'est un buffet. Et pour le joueur qui est en single player, les activités de multijoueur avec d'autres gens font partie d'un choix d'activité. De la même façon qu'il peut faire un minigame, de la même façon, si au travers de sa campagne, ça lui tente de jouer avec d'autres joueurs en multiplayer, il peut. On veut lui offrir ce choix-là. Donc, puis après ça, en explorant ces gameplays-là, on a trouvé des gameplays simples qui sont intéressants pour mêler ces joueurs-là ensemble. Mais Watch Dogs exploitera également d'autres plateformes, comme les smartphones et les tablettes tactiles, que ce soit en solo ou en multi. Étant donné que l'outil principal d'Aiden, c'est son téléphone, on aurait trouvé ça dommage de ne pas explorer, disons, la représentation réelle d'un téléphone contemporain. Donc, on a créé beaucoup d'apps. On voulait développer un smartphone pour que le joueur sente qu'il en possède un réellement. Donc, évidemment, il y a un store, il y a des trucs sociaux, le voir avec tes amis, des journaux, les médias, la progression de joueur, évidemment, on va trouver ça, les tips. Le joueur peut s'acheter des outils, des apps, etc. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette fantaisie-là, sinon on aurait trouvé que ça manquait un peu de sens. À l'autre partie de la question, les joueurs qui ont vraiment un device, par exemple une tablette Android ou iOS, on voulait aussi, un peu dans le thème du jeu, de pouvoir se connecter à travers console et device, puis de jouer à des gameplays synchrones. Donc, le même exemple plus tôt, le buffet, donc un joueur qui joue en single ou en multi, a un choix d'activité supplémentaire, donc il y a plus de contenu parce que il est prêt à jouer avec une personne qui a un device. Donc, soit deux personnes séparées physiquement ou deux personnes sur un couch peuvent jouer à des modes de jeu donc, ensemble avec les deux tablettes. Parmi les applications téléchargeables sur le smartphone utilisé in-game par Aiden Pearce, on aura des jeux en réalité augmentée assez épatants. Ces derniers ont été développés à Newcastle par Ruby Reflections. Et contrairement à ce que l'on a pu dire auparavant, le studio responsable de l'excellent Driver San Francisco ne s'est pas occupé du gameplay véhicule, ce dernier ayant été entièrement développé à Montréal. Que dire pour conclure ce sujet, si ce n'est que Watch Dogs s'annonce comme l'un des titres les plus ambitieux de cette fin d'année. Moderne, novateur, techniquement impressionnant, basé sur des systèmes de jeu dynamiques, imbriqués les uns aux autres, pensés pour impliquer le joueur et le surprendre sans cesse, le projet est d'une grande cohérence. Maintenant, avec ou sans manette PS4, on a envie que les développeurs se décident, enfin, à nous mettre un pad entre les mains afin que l'on puisse jouer à Watch Dogs et non plus se contenter de regarder d'autres gens y jouer.